qui nous a rejoints. Ah, voilà. Alors voilà, recording in progress. L'enregistrement est lancé. Oui, d'accord. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver de façon virtuelle, en espérant que la Covid ne va pas nous obliger à nous retrouver plus souvent qu'à notre tour en version virtuelle. Je crains, vu la manière dont ça se profile, qu'on ait quand même quelques aménagements de sessions à faire. Bon, a priori, le voyage en Occitanie n'est pas menacé. J'entendais François qui disait que ça pouvait dépendre aussi des consignes de son administration ou de vos institutions. Sachez quand même que nous, en ce qui concerne les consignes, nous sommes régis par à la fois le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc, on est plus aligné sur les universités que sur le reste de la population. Donc, nos formations ne sont pas assimilées à des séminaires ou à des réunions avec beaucoup de monde, mais c'est assimilé à des formations. Donc, il faut regarder aussi ce qu'en dit le ministère en charge de la formation, le ministère du Travail. Ainsi, l'année dernière, au mois de janvier, nous pouvions organiser des séminaires de formation alors que les réunions aussi de plus de 50 personnes étaient interdites. Donc, au mois de janvier, on a quand même été 70 avec les deux promotions de l'IH2EF et de l'IHEST en présentiel, alors au mois de janvier, hein, pas pendant les périodes de confinement strict, bien entendu. Donc c'est ça qui nous guide. Et donc, nous regardons de près les consignes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère du Travail qui est en charge de la formation professionnelle. Bon, alors, a priori, il n'y a pas de problème pour la semaine prochaine. Évidemment, comme les choses évoluent rapidement, il n'est pas impossible qu'il y ait des changements. Donc, on peut être susceptible de changer notre fusil d'épaule 24 heures avant. Donc, je vous le dis juste parce que ça demande à ce que chacun ait de la réactivité et de la tolérance et de la bienveillance parce que ce n'est pas du tout facile à gérer, d'abord pour vous et puis pour nous ensuite. Voilà, désolée Anaïs de cette introduction, mais j'en profitais pour passer le message. Donc Anaïs Lafage-Coutin, d'abord merci d'être avec nous. Vous êtes doctorante en sociologie et en sciences politiques au CERTOP, qui est rattaché donc à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, et au CEPEL, qui est rattaché à l'Université de Montpellier. Ça veut dire finalement que vous mangez à deux râteliers, et les deux râteliers qui ont formé un seul, la région Occitanie, lors de la fusion des régions après la loi de 2015, donc début 2016. Et vous avez choisi précisément d'étudier la reconfiguration des pouvoirs territoriaux suite à la naissance de cette grande région et la fusion de deux administrations régionales. Donc, vous allez peut-être pouvoir nous dire si cette fusion a vraiment permis des économies d'échelle et d'accroître le poids global d'une région française, comme c'était, si je ne me trompe pas, un des objectifs de la loi de décentralisation de 2015. Vous avez aussi rédigé un article, une fusion de culture administrative à l'œuvre, qui est dans le livre d'Emmanuel Négrier et Vincent Simoulin, la fusion des régions, le laboratoire d'Occitanie, qui est paru en janvier de cette année, donc qui est un livre tout récent, donc que je recommande aux auditeurs qui auront le temps de le consulter. Voilà, Anaïs, encore merci et je vous cède la parole. Et j'espère que vous allez pouvoir éventuellement partager votre écran si vous avez des slides, mais vous avez dû faire le test, donc je suppose que tout va bien. Donc, oui. À vous. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vais partager mon écran. Donc, normalement, ça fonctionne. Alors, je ne suis pas sûre de pouvoir voir les questions du chat en même temps que ma présentation. Donc, si jamais j'en loupe une, n'hésitez pas à prendre la parole. Je vais vous présenter aujourd'hui la création de la région Occitanie, donc les enjeux à la fois politiques et organisationnels.
Alors ici, je ne vais pas forcément reprendre tout mon travail, mais présenter aussi des articles qui sont présents dans l'ouvrage. Notamment pour élargir un petit peu le cadre, parce que donc moi, je suis en rédaction en ce moment, début de rédaction de thèse. Donc du coup, dans un travail qui est en cours d'écriture et de formalisation. Donc ça me paraissait intéressant, plus intéressant pour votre séminaire, de présenter de manière un peu plus générale la région et pas uniquement mon travail en mode recherche, qui est plus centré sur la sociologie des organisations pour l'instant. Et donc vraiment le fonctionnement du conseil régional. Donc ça ne me paraissait pas forcément intéressant pour vous de rentrer dans les détails, même si j'en parlerai un peu. Donc s'il y a des questions dessus, je n'ai pas forcément beaucoup développé. Donc s'il y a des questions dessus, n'hésitez pas à la fin pour que je puisse y revenir. Donc l'objectif pour moi, ça a été d'être plus pertinente par rapport à votre formation que exhaustive sur mon travail de recherche et sur la création de l'Occitanie. Donc j'ai organisé cette présentation autour de 4 points. Donc tout d'abord, le premier point sur présenter la fusion de manière générale comme mode de réforme publique, parce qu'on va voir que les fusions ne concernent pas uniquement les régions. Dans un deuxième point, je vais présenter la région Occitanie et donc le contexte de fusion. Et là, on reviendra un peu sur l'histoire de la fusion qui a été compliquée, on le verra. Dans un troisième point, je vais aborder la création plutôt organisationnelle de la région Occitanie. Et donc là, je vais aborder plutôt mes recherches. Et dans un quatrième point, je vais aborder la création politique de la région Occitanie à travers donc deux articles qui sont présents dans l'ouvrage. Donc celui de la fusion des politiques publiques de recherche et d'enseignement supérieur et sur les politiques culturelles. Donc avant de commencer, je voulais souhaiter aborder quelques précisions pour qu'on ait un peu tous le même vocabulaire, même si ça doit peut-être être des rappels pour certains. Donc l'État central, je vais parler d'État central, donc, qui est les ministères centraux à Paris. L'État déconcentré, qui sont donc les services de l'État en région et dans les territoires. De décentralisation et donc de l'État qui va transférer des compétences aux différentes collectivités territoriales. Et vous verrez aussi dans ce PowerPoint, je mets des diminutifs, donc LR, c'est donc pas le parti politique, les Républicains, mais c'est Languedoc-Roussillon, pour parler de l'ancienne région Languedoc-Roussillon, et MP pour Midi-Pyrénées. Donc j'ai fait ce choix parce que je trouvais que ça alourdissait un petit peu les éléments que je vous présente. Donc, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on fait souvent le parallèle des fusions dans le secteur privé, et donc notamment des fusions-acquisitions et de leurs effets, donc notamment par exemple le monopole. Et donc, c'est aussi pour ces raisons que les fusions-acquisitions dans le secteur privé sont largement surveillées. Mais ça, c'est des éléments que vous devez sûrement connaître plus que moi pour ceux qui ont ou qui travaillent dans le secteur privé. Et donc, on observe aujourd'hui une tendance à vouloir effectuer donc, une réduction des coûts, comme on parlait juste avant dans la présentation de ce travail, à vouloir effectuer une réduction des coûts, donc au même titre que celle qu'il peut y avoir et qui peut exister dans le secteur privé, au secteur public. Et donc, en effet, la réforme de l'Occitanie, elle a été et la fusion de manière générale des régions, et les fusions aussi de manière générale, sont présentées comme pouvant représenter des économies. Et en fait, on se rend compte que c'est très peu le cas. Alors moi, dans ma recherche, je n'ai pas choisi de prendre cet angle-là parce que ce n'est pas ce qui me paraissait le plus intéressant. Parce qu'au niveau des fusions dans le secteur public, on sait de plus en plus que ça ne représente pas de réelle économie. Contrairement au secteur privé où il peut effectivement y en avoir. Et de manière générale, on voit également que les différentes réformes du secteur public qui sont apparues ces dernières années portent cette volonté de réduire les coûts des dépenses publiques, mais pour le cas des fusions, ce n'est pas vraiment le cas. Et donc ici, les fusions d'administration, ce sont des types de politiques institutionnelles. Et on voit apparaître différentes sortes d'administrations qui fusionnent. Parce que ce qui est intéressant de voir à travers la fusion des régions,
c'est que la fusion des régions, elle n'est pas spécifique aux régions. Et on va observer une tendance générale de l'action publique à adopter des réformes de fusion. Et donc, on peut parler de mode pour les fusions et ce que certains auteurs appellent merge mania. Donc, on observe ça beaucoup en France, mais aussi en Angleterre et dans d'autres pays de l'Europe, mais pas uniquement. Donc, les régions, elles ne sont pas les seules à fusionner et d'autres administrations publiques fusionnent avant elles. Et donc, Philippe Bezès et Patrick Leldec, qui ont écrit un article sur les politiques de fusion en 2016, parlent des fusions comme des véritables instruments organisationnels qui vont s'inscrire dans un tournant historique dans la transformation de l'État. Et effectivement, la fusion, elle va toucher d'autres types d'acteurs étatiques, donc les universités à partir de 2009. Donc là, j'ai mis des références entre parenthèses, mais je peux éventuellement vous les envoyer après si ça vous intéresse d'approfondir ces questions-là. Donc, au-delà des universités, il y a aussi les intercommunalités, donc avec une fusion ratée en 1971, mais qui vont être concernées également par la réforme territoriale de 2014 sur leur fusion. On voit également que le secteur de la santé est touché par ces fusions et l'administration de l'État, donc déconcentrée et centrale à la fois, qui ont donc fusionné. Donc peut-être certains d'entre vous ont d'ailleurs même vécu des fusions dans leur secteur et donc identifient un peu de quoi je peux parler sur certaines de ces fusions-là. Donc on observe différentes formes de fusion qui vont identifier les auteurs de Grant et Kay Herman en 2013. Donc deux types de fusion. Le type de fusion par consolidation avec deux entités comparables, notamment en termes de taille, qui vont fusionner et l'une ne prend pas le pas sur l'autre. Et là, on peut voir que l'Occitanie fait partie de ces types de consolidation, de fusion par consolidation, et on verra un peu plus loin en détail pourquoi. L'autre type de fusion, c'est le takeover, où la plus grosse des deux entités va prendre le contrôle sur l'autre. Et donc là, on peut prendre l'exemple de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où pour le coup, Rhône-Alpes, avec la métropole de Lyon, a largement pris le pas sur l'Auvergne. Donc, je voulais aussi revenir un petit peu sur la région comme échelon d'action publique, revenir sur son histoire assez rapidement. Donc, les régions, ce sont des collectivités territoriales assez récentes comparées aux départements. Là où les départements ont été créés en 1789 et donc deviennent collectivités depuis 1871. Et également les communes qui, pareil, sont créées en 1789 et deviennent d'une collectivité territoriale en 1884. Les régions, elles, pour le coup, sont créées en 1954. Donc, on peut voir quand même un différentiel en termes de création qui est assez important. Donc, cette création de région, elle apparaît donc en 1954 et elles sont plus des régions économiques de programme avec très peu de compétences et elles vont devenir établissements publics régionaux, donc des EPR, le 5 juillet 1972. Et donc à cette époque-là, elles ont principalement la vocation de gérer des plans et donc notamment l'aménagement du territoire, avant de progressivement et au fil des différentes réformes de décentralisation, avoir de plus en plus de compétences. Donc les régions, elles acquièrent le statut de collectivité territoriale en 1986 et ça leur procure une légitimité démocratique parce que ça leur permet d'avoir un conseil de représentants élus au suffrage universel. Et donc elles vont devenir collectivités territoriales au même titre que les communes et les départements. Et donc, au fil des différentes réformes que je passe rapidement, elles vont avoir de plus en plus de compétences. Et dans la réforme de 2014-2015, la réforme territoriale, donc elles vont fusionner, donc elles vont changer d'échelle et elles vont avoir un transfert de compétences de l'État et des départements vers les régions.
Donc, je fais un rapide rappel aussi sur les compétences des régions pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc, les régions, leurs principales compétences, ça va être celles qui sont ici, donc le développement économique, donc c'est-à-dire définir les orientations économiques à travers un schéma directeur, parce que les régions, elles fonctionnent beaucoup encore aujourd'hui avec des grands schémas directeurs. Elles sont aussi, sur le développement économique, elles accordent des aides aux entreprises. Elles vont animer les pôles de compétitivité, soutenir la recherche, l'innovation. Ensuite, elles ont encore de fortes compétences sur l'aménagement du territoire. Et là aussi, elles élaborent le schéma d'aménagement et de développement durable et d'égalité du territoire. Je vous épargne les acronymes parce qu'ils sont un peu barbares. Donc, elle a aussi la compétence du transport. Elle va gérer les TER, aménager, exploiter les ports maritimes de commerce pour la région Occitanie notamment, organiser les transports routiers et scolaires non urbains. Et là, on arrive sur une de ses grosses compétences, c'est l'éducation et l'enseignement parce qu'elle construit, entretient et fait fonctionner les lycées, ce qui est quand même une des grosses compétences de la région. Elle va aussi établir le schéma prévisionnel des formations et elle participe au financement des sites d'enseignement supérieur. Ensuite, elle a des compétences en termes de formation professionnelle, d'apprentissage et d'alternance. Et elle est notamment chargée des formations sanitaires et sociales. Elle va aussi coordonner le service public régional de l'orientation. Et elle a aussi des compétences assez importantes en termes de gestion des programmes européens qui sont notamment liés à l'agriculture. Donc, et elle est autorité de gestion des fonds européens. Donc, pour ceux à qui ça parle, c'est le FEDER, donc le Fonds européen agricole pour le développement rural. Ensuite, il existe des compétences partagées donc avec les autres collectivités, ce qui est le cas notamment pour le sport et la culture, et le tourisme, qui est assez important, notamment en ex-Languedoc-Roussillon, avec tout le côté littoral. Donc ensuite, logement, éducation populaire, lutte contre la fracture numérique et la santé. Donc ce qu'on voit ici, c'est que les régions, c'est principalement une collectivité encore de schéma directeur et qui finance quand même beaucoup à travers la subvention. Donc pour un petit peu plus entrer dans le contexte national de vote de cette loi, à l'époque, donc François Hollande, il est président de la République et il va y avoir de vives tensions qui vont se faire au sein de sa majorité avec donc les frondeurs qui commencent à se faire entendre et qui vont prendre de plus en plus d'espace, notamment dans les journaux, d'espace médiatique. Et donc, dans ce contexte de montée de son impopularité, l'exécutif va proposer une réforme territoriale qui n'était absolument pas prévue dans son programme et qui prend toutes les collectivités territoriales de court. Donc, ils ont parlé, ça a été quand même assez progressif, mais ils ont parlé de suppression des départements, de création de conseillers territoriaux. Donc, il y a eu des allers-retours, beaucoup d'hésitations. Ça a été un peu compliqué à suivre et à comprendre sur le moment. Et en fait, cette réforme territoriale qui apparaît à ce moment-là, ça permet aux frondeurs de devoir un peu reculer et ça va mettre fin aux contestations, même si elles ont continué que malgré tout. Mais c'est vrai que cette réforme territoriale, par son ampleur, va demander du temps aux élus locaux qui sont souvent, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore le non-cumul de mandats, qui est adopté qu'en 2017. Et comme c'est souvent les élus locaux qui sont au Sénat ou à l'Assemblée nationale, ça permet de contenir un petit peu cette fronde, justement. Et donc, cette réforme est vraiment une réforme surprise, inattendue et qui est énormément changeante, comme je le disais. Et donc, notamment pour la carte de cette diffusion des régions, qui va changer jusqu'au dernier moment.
Et ça, les acteurs, les agents moi, que j'ai rencontrés me le racontaient que jusqu'au dernier moment, ils ne savaient absolument pas avec qui ils allaient fusionner et qu'ils ont appris par voie de presse, par voie de communiqué de presse, quelle serait la carte. Donc, ils n'ont absolument pas été... ils n'ont pas du tout pris part à l'élaboration de cette loi. Donc, par exemple, les premières estimations pour Languedoc-Roussillon laissaient plutôt penser qu'ils allaient fusionner avec PACA, donc avec Provence-Alpes-Côte d'Azur, car ils avaient plus de liens qu'avec Midi-Pyrénées. Et c'est pareil pour Midi-Pyrénées, qui était beaucoup plus tourné vers l'Aquitaine à l'époque, et notamment à travers leurs liens sur l'aéronautique, parce que Toulouse donc, est plus porté sur l'aviation civile, là où Bordeaux était plus sur l'aviation militaire. Et ils avaient même créé en 2005 un pôle de compétitivité, Aérospatiale Vallée. Donc, on voit que ce n'était pas du tout évident que Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées fusionnent et que même les acteurs régionaux ne pensaient même pas fusionner avec ces deux régions. Et donc, c'est là où on voit que les acteurs locaux et les experts aussi sur la décentralisation n'ont pas du tout été concertés sur cette réforme. Alors même qu'à l'époque, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées étaient donc socialistes, là où le président de la République, François Hollande, était du même parti. Et donc, on aurait pu penser qu'il y aurait eu une concertation forte, étant donné leur appartenance politique similaire. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont quand même eu très, très peu d'informations et que la carte a été, jusqu'au dernier moment, à changer. Et donc ça entretient quand même la fronde et le fait que les acteurs locaux se sentent quand même fortement écartés de ce projet de loi. Et donc on voit aussi que c'est une réforme qui est très peu préparée par l'État et qui sera en fait imposée aux régions. Et donc ça, elle est imposée aux régions pour deux raisons principales. Au-delà de l'argument financier qui, en fait, on s'est rendu compte ne tenait pas. La première raison, c'est d'avoir une taille critique au niveau européen, car la France est réputée pour avoir beaucoup de strates administratives, avec des régions qui sont à l'époque au nombre de 22, qui sont quand même assez petites, et notamment si on les compare aux Länder allemands et de manière générale dans l'Union européenne. Donc l'idée qui est annoncée, c'est de répondre à cette injonction européenne, d'avoir des régions plus grandes et donc penser plus compétitives au niveau international. Donc même si des critiques se font entendre qu'au-delà de la taille d'une région, il faut que la région elle puisse avoir une autonomie financière et des moyens financiers en prenant toujours l'exemple des Länder, parce que eux, pour le coup, ils ont une vraie autonomie financière. On voit que ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui et que les régions sont quand même prises dans cet enjeu de réduction des dépenses publiques qui est demandé par l'État. Et pour l'Occitanie précisément, la deuxième région qui est invoquée par le gouvernement pour cette fusion, c'est d'éviter que la région Languedoc-Roussillon devienne Front National. À l'époque, c'était toujours le Front National. Et c'est une préoccupation très présente, notamment, et on le verra plus tard, mais la menace FN est assez forte dans cette région Languedoc-Roussillon, notamment avec des villes comme Nîmes, qui sont déjà dirigées par un président FN, un président de commune FN. Mais cette menace, elle est toujours présente. Et on le voit notamment avec Perpignan, qui aux dernières élections municipales a été remportée par le Front National. Donc l'idée, c'est que la région Midi-Pyrénées, qui est ancrée à gauche avec une fronde moins, enfin pas une fronde, mais avec une présence moins importante du FN, puisse éviter par la fusion que Languedoc-Roussillon ne soit remportée par le Front National. Donc là, je souhaitais présenter un petit peu le contexte des anciennes régions pour que justement dans votre voyage, vous puissiez aussi comprendre un petit peu les différents ancrages.
Donc, du côté de l'ex-Languedoc-Roussillon, on a 3 présidents différents qui se sont succédés en 6 années, des suites d'un décès de 2 de ces présidents-là. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Georges Frêche, qui est élu donc, en mars 2004 et qui va du coup faire son mandat jusqu'en 2010 parce que son mandat s'arrêtera brutalement par son décès. Pardon. Donc, Georges Frêche avait remplacé Jacques Blanc, qui avait, lui, fait 18 ans de présidence régionale et qui avait gagné la dernière élection régionale en 1998 contre Georges Frêche en s'alliant avec le FN. Donc ça, c'est une première dans l'espace électoral et c'est une alliance qui s'appelle Contre Nature, qui a été appelée comme ça par les acteurs eux-mêmes. Et donc, comme vu plus haut, cette région, elle est fortement marquée par la présence du FN, donc à la fois dans différentes villes de sa région, mais aussi aux portes de l'élection, aux portes du conseil régional même. Donc, Georges Frêche, il était élu à la région, mais il a également fortement marqué la ville de Montpellier. Donc, il a été le maire pendant 27 ans. Et donc, il a tellement marqué la ville que quand on discute avec les agents à la fois du conseil régional et de la métropole de Montpellier, les agents, ils vont parler de lui et on a l'impression qu'il est presque toujours en vie, avec une forme d'engouement qui est assez remarquable à observer. Et donc, à la suite de son décès en octobre 2010 dans son bureau, Christian Bourquin, son successeur, va être élu par l'Assemblée plénière, donc en novembre 2010. Et donc lui, il reste dans la ligne politique de Georges Frêche, puisque c'était un de ses proches compagnons, et ils étaient élus ensemble. Et donc dans ce contexte de fusion, Christian Bourquin, il va mener une lutte politique forte contre la fusion des régions. Et donc là, je vous ai mis une image. C'est sur l'hôtel de région à Montpellier, donc une image où il se positionne pour que la région Languedoc-Roussillon reste la région Languedoc-Roussillon et ne fusionne pas. Et ça montre quand même une vive opposition à cette fusion. Donc, pour plusieurs raisons, mais notamment car il ne souhaite pas que Montpellier perde le statut de capitale régionale, qui est un statut symbolique assez fort. Et il craint que par la fusion avec Midi-Pyrénées et avec Toulouse, qui est la 4e ville de France et qui du coup est plus importante que Montpellier à plusieurs niveaux, il ne souhaite pas que toutes les activités partent à Toulouse. Et à l'époque, la crainte, c'est quand même très, très forte. Et donc, la lutte contre cette fusion s'organise autour de Christian Bourquin. Son décès le 26 août 2014 va mettre fin à cette contestation. Et c'est Damien Larry, qui est aussi dans la ligne de Georges Frêche, qui va être élu par l'Assemblée plénière en septembre 2014 à la fonction de président, sachant que la fusion est quand même bien installée déjà, donc son mandat va être à lui très très court. Donc ça fait quand même 2 décès de président en très très peu de temps. Et Damien Larry va se positionner en légaliste. Et une fois que la loi sera votée, il la mettra en application. Donc il fait cesser un petit peu la lutte contre cette fusion. Donc la fusion est alors annoncée par François Hollande est imminente et du coup les élections apparaissent quand même indécises. Et la fusion avec Midi-Pyrénées, pour eux, elle est vraiment contre nature car il y a très très peu de liens entre ces 2 régions. Et donc pour un contexte un peu plus national, Georges Frêche, à l'époque où il était encore en vie, est en rupture avec l'État et notamment avec le Parti socialiste. Parce que Georges Frêche est du coup appelé une grande gueule, selon l'avis de tous, et il suivait très peu les directives du parti, et il était notamment en désaccord avec Martine Aubry, qui à l'époque est une grosse tête, toujours un peu, mais de manière plus effacée, du Parti socialiste.
Et donc, à l'élection de 2010, pour la région, il n'est pas soutenu par le Parti socialiste. Il y a une liste Parti socialiste qui se présente contre lui et il va quand même malgré tout gagner la région, donc affirmer son importance au niveau local. Et donc cette région, elle a une histoire ancrée depuis longtemps de désaccord avec le Parti socialiste, mais aussi l'État, et donc avec cette vision qui sont autonomes et qui sont un peu à part. Là où en Midi-Pyrénées, c'est un modèle qui est totalement opposé. Le président de région, il a été élu en 1998 et il fera 3 mandats jusqu'en 2015. Et donc jusqu'à la fusion. Et donc Martin Malvy, c'est une figure du Parti socialiste local, national également car il a été ministre du budget, donc de 1992 à 1993. Et ses mandats sont marqués par la stabilité et ses bons rapports avec l'État et sa bonne intégration également au Parti socialiste. Et donc lui, au moment de la fusion, se positionne très favorablement à la fusion et tout de suite en accord avec cette idée. Donc on voit une différence quand même marquée dans l'histoire respective de ces anciennes régions et du coup une fusion qui s'annonce quand même un petit peu compliquée. Donc pour faire un petit peu un point géographique, alors je ne sais pas si vous voyez très très bien, mais donc je vous ai mis une carte et je vais vous faire une description rapide de cette région. Alors pardon, donc on voit Toulouse en son centre, sur le pourtour du littoral, un peu au nord, Montpellier, donc composé de 13 départements, ce qui en fait quand même une grosse région. Les 2 anciennes régions, et notamment Midi-Pyrénées avec 8 départements, étaient déjà considérées comme une grosse région de France. Donc elle fait 72 724 km de circonférence, qui en fait la 3e plus grande région de France. Et elle est aussi vaste qu'un petit pays, donc c'est quand même une gestion importante. Au niveau de la population, on a 5 800 435 habitants au 1er janvier 2016. Et donc, elle constitue la 5e région française, donc et métropolitaine, la plus peuplée. Elle a une particularité territoriale, c'est qu'elle a 2 aspects montagneux, donc avec la fin du Massif central au nord et une large partie des Pyrénées au sud. Et son budget en 2018 est de 3,3 milliards. Donc, juste pour avoir un petit point comparatif, l'Île-de-France, c'est 4,5 milliards et la Nouvelle-Aquitaine, c'est 2,9 milliards. Ce qui est intéressant de voir aussi au niveau territorial grâce à une carte, c'est que ces 2 anciennes régions, elles ont des fonctionnements territoriaux différents et les populations ne se répartissent pas de la même manière sur le territoire. Donc, à l'est, on voit que la région Languedoc-Roussillon est positionnée en arc de cercle autour de la Méditerranée, avec des villes qui sont plutôt de même densité. Donc, même si Montpellier tire quand même son épingle du jeu, on voit que c'est quand même pas aussi net et qu'il y a une répartition vraiment qui s'articule autour de cet axe du littoral et de la Méditerranée. Donc, en termes de population, il y a quand même une relative répartition sur tout l'ensemble de la région. Là où on peut voir à Toulouse qu'il y a vraiment une centralisation autour des villes moyennes qui sont assez proches de Toulouse, mais que le reste de la région, qui est quand même grande, reste plutôt très peu peuplée, et que ce sont plutôt les villes moyennes autour de Toulouse qui vont profiter de la dynamique de la métropole, mais tout le reste de la région va pâtir un petit peu de cette centralisation. Donc là, on voit quand même une différence marquée en termes de répartition de population et d'organisation territoriale. Donc, ce qui est la particularité de la création de l'Occitanie, c'est qu'il va y avoir 2 sites régionaux maintenus, donc Toulouse et Montpellier. L'Occitanie, c'est la seule région qui fusionne où il y a 2 métropoles aussi importantes sur le même territoire, dans les 2 anciennes régions. Donc,
Comme je vous disais tout à l'heure sur les craintes liées au fait que Montpellier perde le statut de capitale régionale, c'est le cas. Donc Toulouse devient capitale régionale. Mais dans la campagne que mènera donc l'actuelle présidente de région qui vient d'être élue, elle va dans cette campagne mettre en avant des gages pour que Montpellier garde quand même au niveau symbolique des éléments assez forts. Et c'est important aussi pour elle d'avoir un équilibre territorial conservé. Et ça s'explique aussi par son propre parcours à elle, parce qu'elle vient d'un petit village, d'un petit village quand même, Marteau-Lausanne, qui est pas forcément un petit village, mais qui est quand même situé dans des zones rurales. Et donc ça, c'est quelque chose dans son mandat qui est quand même important. Donc elle a vraiment milité pour que ces 2 sites soient conservés, là où dans d'autres régions, ça a été moins le cas quand même. Je pense notamment à Nouvelle-Aquitaine, où même si les sites ont été conservés, il y a quand même une déperdition en termes d'agents, de postes de directeur qui a été assez important. C'est le cas notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. En Occitanie, la présidente de région a vraiment axé son mandat sur le fait de maintenir cet équilibre territorial, donc notamment avec la tenue des assemblées plénières à Montpellier, et de ne pas avoir de mobilité forcée pour les agents. Et donc, au terme de cette campagne, elle a gagné face au FN. Donc, comme avait pu être pressenti que le FN était quand même une force importante dans cette région. Et le FN est la première force d'opposition sur le mandat 2015. Et on peut se voir aussi que le contexte en Languedoc-Roussillon de lutte contre cette fusion et de ne pas vouloir fusionner a aussi pu jouer dans le fait de maintenir ces 2 sites. Et notamment que les postes de direction soient relativement répartis sur l'ensemble du territoire. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans l'organisation interne au conseil régional. Donc, je vous présente rapidement ma méthode d'enquête que j'ai réalisée. Donc, mon terrain, ça a été donc, la région Occitanie et le conseil régional, donc sur 2 sites principalement. Donc, j'ai effectué 2 ans d'observation participante au sein du conseil régional, des entretiens ethnographiques. Donc ça, c'est des entretiens sur le terrain, sur le moment, des discussions informelles avec les gens. On appelle ça des entretiens ethnographiques. Et donc 40 entretiens semi-directifs. Et j'ai également fait une analyse de la littérature grise. Donc ça, ce sont les documents produits par le conseil régional. Donc ce qu'on voit, c'est que une fusion, elle s'effectue par les instruments d'action publique notamment, et donc par les outils organisationnels. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a une différence assez marquée dans l'organisation territoriale, mais aussi sur d'autres plans organisationnels. Donc, les organigrammes étaient différents, même si c'est le même outil. Il y avait des disparités, des directions qui ne s'appelaient pas de la même manière, des éléments, la direction des solidarités, par exemple, existait dans une région et pas dans l'autre. Il y avait des disparités assez fortes sur les organigrammes. Et les organigrammes sont des outils qui permettent justement de fusionner. Parce que c'est un des premiers éléments qu'on peut avoir sur une organisation. Et donc, on voit qu'au moment de la fusion, il y avait 2 organigrammes différents. Et en fait, ce que propose le conseil régional dans un premier temps, donc là, la date, c'est février 2016, la fusion a eu lieu en janvier, c'est une juxtaposition des anciens organigrammes. Donc là, ce que vous voyez sur l'image, c'est qu'on voit qu'il y a le site de Montpellier d'un côté et le site de Toulouse de l'autre. Donc ça, c'est intéressant de voir que les outils sont différents, mais au-delà des organigrammes, il y a plein d'autres outils qui sont vraiment différents. Donc notamment les mails. Il n'y a pas les mêmes appartenances à la fin des mails. La téléphonie, on
on ne peut pas communiquer de manière gratuite et de manière rapide. L'intranet, donc les informations disponibles pour tous les agents du conseil régional ne sont pas les mêmes, ne sont pas sur le même outil. Il y a également les outils de gestion, donc les notes à la présidente ne fonctionnent pas pareil. Les outils de gestion financière, donc pour le budget, il y a plein d'éléments qui sont vraiment pas pareils et qui du coup ralentissent la fusion et la rendent problématique. Et donc pour un petit peu pallier à ces problématiques, la direction générale du conseil régional va proposer des outils passerelles, donc des outils qui vont faire le lien entre les deux anciens outils des régions avant de proposer un troisième outil. Donc là, je passe rapidement, mais si vous avez des questions, on pourra développer. Donc, les organigrammes vont quand même être développés assez rapidement. Donc là, je ne sais pas. Alors, si vous voyez bien. Donc là, en juillet 2016, ça, c'est l'organigramme définitif du conseil régional. Donc, en 6 mois, ils ont quand même réussi à fournir un organigramme qui s'appelle définitif, même si on peut voir qu'il y a quand même des éléments qui bougeront plus tard, des choses qui seront différentes, mais ils ont réussi en 6 mois à proposer un organigramme définitif avec des postes de directeurs qui sont finis, ce genre de choses. Donc c'est quand même assez rapide, même si à ce stade-là, les politiques publiques, pour le coup, ne sont pas du tout fusionnées, elles. Donc c'est important de penser la fusion des régions en termes de sociologie des organisations, mais c'est aussi important de la penser en termes de politique publique. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une différence marquée dans la gestion des différentes politiques publiques. Et donc ça, c'est une surprise assez forte pour les agents et pour les chercheurs, parce qu'il y avait la pensée qu'étant donné que l'État déconcentré pilotait ou accompagnait les différentes politiques publiques, il y avait une forme d'homogénéité et une forme donc d'égalité dans la République. C'est le discours qu'on entend. Et avec cette fusion, on découvre, avec les agents eux-mêmes, qu'il existe des différences très fortes dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et donc, on voit par exemple qu'en Midi-Pyrénées, on a un pôle industriel majeur, donc avec l'aéronautique et le spatial notamment. Et il y a une forte activité industrielle qui va produire du coup une relative richesse. Alors qu'en LR, l'activité va beaucoup plus aller vers une activité culturelle et récréative, ce qui peut expliquer une valeur ajoutée moindre et donc des revenus plus faibles. Et donc ça va avoir aussi un impact sur le développement des politiques régionales. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de rentrer un peu dans les politiques publiques. Donc d'une part de recherche et d'enseignement avec Vincent Simoulin que je vais développer ici, et dans les politiques culturelles qu'on verra après. Donc ce qui est intéressant de voir dans ces politiques publiques de recherche à travers l'article qu'a écrit Vincent Simoulin, c'est les différences assez notables dans les deux politiques publiques, dans les deux anciennes politiques publiques. Donc en Languedoc-Roussillon, on va avoir un caractère dominant de la recherche publique, avec une priorité accordée aux sciences de la santé, notamment parce qu'à Montpellier, il y a la première faculté de médecine qui est apparue à Montpellier. Une importance aussi pour les investissements immobiliers, donc la reconstruction d'universités, notamment de médecine. Là où en Midi-Pyrénées, il y a une forte présence donc, de l'aéronautique et du spatial qui structure les politiques de recherche autour de ça, avec des entreprises moyennes et grandes qui vont du coup être implantées, et un poids important de la recherche privée. Et le conseil régional, par rapport à ça, développe plus de dispositifs régionaux qu'en Languedoc-Roussillon. Et donc là, l'harmonisation des politiques publiques est relativement difficile, car il y avait vraiment deux modèles différents. Donc ce qu'on voit apparaître
Et ce que montre Vincent Simoulin dans l'harmonisation des politiques publiques, c'est qu'il peut y avoir deux manières de faire. Donc, soit il y a l'extension de l'un des deux dispositifs sur l'ensemble de la région. Donc, par exemple, l'allocation doctorale pour des bourses de thèse de Midi-Pyrénées va être étendue à toute la région. L'autre manière de faire, c'est que le dispositif d'aucune des deux régions n'apparaît pertinent et un nouveau besoin du fait de la création de l'Occitanie apparaît. Et donc, par exemple, le poids de la recherche en SHS, en sciences humaines et sociales, qui pouvait ne pas être pris en compte avant, car moindre, prend plus d'ampleur. Et donc, un dispositif financier va se révéler important pour ce secteur. Et donc, là, ce qu'on voit, c'est que cette harmonisation, elle permet donc de proposer de nouveaux dispositifs ou d'éteindre un des dispositifs à la région. Mais cette harmonisation, elle est quand même à relativiser parce qu'il existe malgré tout une concurrence des deux métropoles notamment. Et cette concurrence, elle va apparaître sur des appels à projets au niveau national. Et la région, là, elle va avoir des difficultés à se positionner, notamment parce que si elle ne peut pas soutenir l'une ou l'autre des métropoles et donc des universités dans ces métropoles contre l'une ou l'autre de la région. Donc là, on voit quand même qu'il y a il faut relativiser un petit peu cette harmonisation qui apparaît compliquée. Et donc, la fusion va prendre du temps à ce niveau-là. Donc là, pour passer sur les politiques les politiques publiques culturelles. Donc, une idée reçue qui existe sur ces politiques culturelles, c'est qu'elles sont construites en coopération avec l'État. Et donc, on peut penser qu'elles vont être similaires d'une région à l'autre. Notamment dans la culture, où les régions sont pensées comme la fille aînée de l'État, et donc rediffusent ces différents principes d'action grâce à une administration qui se professionnalise et par l'accompagnement des directions régionales du ministère de la Culture. Et donc là, on voit apparaître 4 différences entre les deux anciennes régions. Donc la première différence, elle porte sur l'intensité financière. Donc en Languedoc-Roussillon, il existe une forte intensité financière pour la gestion régionale des équipements parce que la région a fait le choix au niveau historique et politique d'avoir une régie directe et donc d'avoir en régie directe, donc par exemple l'Orchestre Opéra de Montpellier qui représente un coût de 4 millions d'euros annuels, ou encore le musée Rivesaltes à Narbonne qui là aussi est en régie directe. Donc là où en Midi-Pyrénées, on a une moindre intensité financière car la région a choisi de développer des aides plutôt indirectes, donc des subventions. Et le budget de Languedoc-Roussillon, il atteint le double en euros culturels par habitant par rapport à celui de Montpellier. La deuxième différence, c'est la priorité d'intervention publique. Languedoc-Roussillon favorise le spectacle vivant, la danse, le théâtre, là où Midi-Pyrénées va privilégier plutôt le patrimoine. Et donc, on peut prendre l'exemple des festivals qui peuvent apparaître comme un point commun, mais si on rentre dans le détail de la gestion et des différents critères de soutien, on voit qu'ils sont en fait différents. En Midi-Pyrénées, il y a une gestion globale par un seul service de tous les festivals culturels en Midi-Pyrénées. Donc, un seul service pour tous les festivals. Là où en Languedoc-Roussillon, il va y avoir une gestion de chaque secteur ou discipline. Donc une gestion, par exemple, pour les festivals de danse, une gestion pour les festivals de théâtre. Donc au-delà d'une différence uniquement organisationnelle, ça impacte une différence dans les critères de soutien et dans les objectifs assignés aux événements au sein des politiques culturelles. La troisième logique,
la troisième différence, c'est une logique majeure d'intervention. Donc, c'est-à-dire qu'en Midi-Pyrénées, la logique qui va être la plus importante, c'est une logique donc, spatiale et territoriale, avec une importance des départements, et notamment une logique de contractualisation avec les départements et les communes sur les politiques culturelles, qui va être très présent avec la variable du territoire. Là où en Languedoc-Roussillon, on n'a pas cette logique de contractualisation, donc avec les différents acteurs départementaux ou les communes, mais on va avoir une logique qui se base sur les filières. Donc la filière musicale, la filière littéraire. Et plus qu'une contractualisation, on va avoir une logique de concertation avec les différents partenaires sociaux qui va être plus présente en Languedoc-Roussillon. La quatrième différence, c'est sur les instruments que sont les agences culturelles régionales. En Midi-Pyrénées, on va avoir une administration en direct et donc on va moins privilégier les agences culturelles régionales. Là où en Languedoc-Roussillon, on a un modèle de l'agence qui est important donc, et qui va permettre de développer des missions de connaissance, d'expertise, voire de mise en œuvre sur plusieurs domaines. Donc elles vont avoir un rôle d'intelligence active, mais peu de pouvoir pour délivrer des subventions, pouvoir que va conserver la région LR. Donc, au vu de ces différences, au vu de ces différences assez importantes en termes de politique culturelle, il va y avoir une mise en place de politiques de transition. Et on voit que la fusion de ces dispositifs, elle va apparaître peu aisée. Et on va avoir 3 conséquences de ces différences-là. Donc, la première conséquence, c'est l'émergence du cabinet de la présidente, qui va devenir un pôle d'influence sur les politiques culturelles. La fusion organisationnelle et donc la fusion des directeurs et des chefs de service qui entrent en concurrence pour ces postes-là renforce le rôle du conseiller du cabinet sur les politiques culturelles. Et on voit que la fusion, elle confère aux différents représentants politiques un poids plus important qu'ils n'ont généralement pas dans la phase de stabilité institutionnelle. La deuxième conséquence, c'est qu'il va y avoir l'introduction d'un pilotage administratif radicalement différent et nouveau. C'est-à-dire qu'on va voir apparaître un pilotage exogène des politiques culturelles avec l'import de normes managériales publiques, donc avec tout un vocabulaire qui n'existait pas avant. Donc on parle de coaching, d'évaluation, de reporting, organisation par projet. Et donc ce pilotage exogène, il s'impose d'autant plus facilement que les services des 2 régions antérieures, et donc des 2 régions antagonistes, ont été peu préparés à cette fusion, vu qu'elle a été quand même surprise, et ils n'ont pas de capacité à dessiner un projet alternatif, et donc ils vont souvent être découragés d'en imaginer un. Et donc la direction, elle va assumer la mise en œuvre de consignes, elle va assumer de faire la mise en œuvre de cette fusion par des personnes extérieures aux politiques culturelles, là où en fait, traditionnellement, et notamment dans le monde de la culture, mais pas uniquement de manière générale dans l'administration régionale, il y a quand même un savoir-faire des personnes à la direction qui mettent en œuvre certes la fusion, mais qui en fait ont une connaissance du monde culturel, une connaissance à la fois donc technique, mais aussi du monde un peu politique. Et donc là, on voit apparaître des personnes extérieures qui viennent avec un nouveau vocabulaire de management public,
mettre en œuvre la fusion pendant 2 ans avant de repartir. Et donc, les agents venant du monde de la culture voient leur ancien modèle s'effondrer et ne sont pas en capacité d'en proposer un troisième. La troisième conséquence, c'est que la fusion est un processus en train de se faire. Et le chantier de la réorganisation, il est complexe, chronophage, et il va faire passer au second plan le changement dans les actions elles-mêmes. Donc, alors que l'un des objectifs, c'est d'aller vite vers la définition d'une nouvelle politique qui tirait parti de la meilleure formule de chaque ancienne région, en réalité, on voit que ça se heurte à de lourdes difficultés. Et les solutions qui sont retenues peuvent être d'un coup redoutables pour l'autre région. Donc, par exemple, la politique de soutien, comme on l'a vu, qui est extrêmement généreuse dans la région, l'ex-région Languedoc-Roussillon, en faveur de l'Opéra de Montpellier, n'a pas d'équivalent à Toulouse. Donc, pour des raisons qui sont à la fois historiques, politiques, et notamment le cumul de mandats, donc, comme on l'a vu, de Georges Frêche à la métropole de Montpellier et à la région. Et si au moment de la fusion, on adopte ce modèle à Toulouse, ça serait financièrement exorbitant. Et si on la supprime à Montpellier, ça serait culturellement dramatique. Donc l'harmonisation des dispositifs de politique culturelle, elle se fait de façon lente, en multipliant les exceptions et en débutant par les dispositifs assez convergents, comme on peut le voir dans la politique du livre. Donc là, on voit 3 découvertes. Empiriquement, on réalise que l'hypothèse de politique régionale relativement semblable ne se retrouve pas sur le terrain. Les 2 anciennes régions sont donc très différentes, à la fois dans leur organisation régionale et dans leur pratique aussi de politique publique. Et donc ça, c'est une découverte donc à la fois pour les chercheurs, mais aussi pour les agents, qui découvrent même des fonctionnements très, très différents auxquels on était loin de s'attendre au début de cette fusion. Donc la deuxième découverte, c'est qu'il y a une différence de l'État déconcentré qui va suivre ces différences régionales et va également être impacté par elles. L'État, il est loin d'être en capacité de résoudre les différences entre les 2 anciennes régions, notamment quand elles se cristallisent en divergences politiques. Et il va être directement, lui aussi, affecté par cette différenciation territoriale. Donc, on voit qu'il y a une déconstruction du mythe actif de l'impartialité de l'État. La troisième découverte, c'est que certains secteurs ne sont pas homogènes face au processus de fusion, et certains secteurs vont se révéler par leur histoire, leur sociologie et leur propre contingence territoriale plus ou moins faciles à fusionner. Donc pour conclure, on peut mettre en avant différents chocs. Donc ce qu'on peut appeler dans l'ouvrage sur l'Occitanie le choc réflexif. En effet, chaque agent a pu avoir un retour critique sur lui-même en se rendant compte que la région en face ne fonctionnait pas du tout de la même manière que lui et que ses propres pratiques pouvaient être remises en question, mais aussi réinterrogées de manière plus qualitative sur les politiques publiques qu'ils mettent en œuvre. Donc ça leur permet de voir d'autres manières de fonctionner, donc de découvrir une forme de relativité. Mais c'est vraiment un choc au début de cette fusion. Notre choc, c'est le choc herméneutique, donc qui interroge sur le sens même de l'action, ce pourquoi l'activité trouve sa justification. Donc, par exemple, on a pu le voir un peu sur l'introduction du nouveau management, notamment pour la culture, mais ça s'est retrouvé aussi sur d'autres politiques publiques que la culture. L'introduction pour gérer la fusion de méthodes néo-managériales dans un secteur public qui cultive une défense à l'égard de ces pratiques managériales et donc qui manifeste clairement un choc par rapport à celle-ci. Et enfin, toute fusion est un processus
qui correspond à des changements organisationnels, des évolutions dans la hiérarchie, dans les procédures et dans les pratiques. Et donc, il va y avoir une reconstruction à l'issue de cette fusion d'une naturalité. Donc, c'est-à-dire qu'au moment de la fusion, il y a une perturbation assez importante. Et donc, il faut rapidement retrouver une forme de stabilité organisationnelle. Et finalement, on retrouve qu'il y a peu de changements au sein de l'organisation régionale, là où on pouvait penser qu'une fusion apporte des changements majeurs à l'organisation régionale. Et donc, on voit que la fusion est un processus et qu'elle elle peut être encore en cours et on peut retrouver des formes, même maintenant, 6-7 ans après la réforme, on peut retrouver encore des existences des anciennes régions au sein du Conseil régional. Merci de votre attention. Alors, je peux arrêter. Voilà, merci Anaïs pour l'ensemble de ces informations très, très précises sur ce processus de région et ces différences et cette prise de recul par rapport à cette situation. Alors, nous avons quelques questions déjà sur le chat et puis peut-être pour laisser la parole aux auditeurs, 2 personnes ont levé la main, donc on va peut-être vous laisser la parole. Olivier ? Voilà, pendant ce temps-là, je prendrai les questions sur le chat et on les posera après. Alors, Bonsoir. Olivier, voilà, c'est bon, on t'entend. Ouais, je voulais savoir si dans le cadre de votre recherche, vous avez déjà étudié la réaction des partenaires des régions à cette nouvelle donne. Je pense que pour pas mal de partenaires, qu'ils soient publics ou privés, par exemple les agences régionales de santé ou les universités ou d'autres acteurs, elles avaient, elles aussi, ces partenaires avaient tissé des relations d'une certaine forme avec les régions, avec peut-être leurs interlocuteurs privilégiés, leurs habitudes, leurs circuits préférentiels, leurs petits chemins habituels, et que ça aussi, ça a dû bouleverser. Comment ils l'ont ressenti ça de l'extérieur? Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec ces acteurs partenariaux, au moins dans le domaine de la culture, j'imagine, parce que j'ai cru comprendre que vous aviez fait un focus dans le domaine de la culture? Je réponds tout de suite, on ne prend pas plusieurs questions. Je ne sais pas comment on fonctionne habituellement. Et on prend peut-être les questions les unes après les autres parce qu'elles ne sont pas forcément groupées. Voilà. Et pendant que j'y suis, j'aurais peut-être une autre question, alors bonus, si je puis me permettre. Non, mais je n'osais pas la poser parce qu'elle est un peu corpo. Mais par rapport aux enjeux qu'il y a eu, mais comme vous êtes universitaire, j'ai pensé que ça vous amuserait cette question. Par rapport aux enjeux qu'il y a eu sur tous les appels compétitifs dans l'enseignement supérieur, notamment par rapport aux IDEX, où ça a été un peu chahuté, les histoires de fusion, recomposition à Montpellier et Toulouse, etc. Est-ce que la nouvelle région a voulu s'en mêler? Ou est-ce qu'elle est restée prudemment à distance de ces questions-là? Je pose cette question parce que vu notre planning du voyage en Occitanie, je pense qu'on va en parler d'une façon ou d'une autre. Sur les IDEX, je ne sais pas précisément. Donc, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais à mon avis, elle n'a pas dû s'en mêler parce que c'est des sujets déjà qui sont tellement complexes au sein même des universités. Il y a plusieurs travaux sur ça auxquels je peux peut-être plus vous renvoyer parce que je n'ai pas les éléments de réponse, notamment Christine Michelin qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Mais à mon avis, c'était beaucoup périlleux de s'en mêler au niveau notamment politique. Je pense que de prendre position sur ces sujets-là qui sont déjà au sein des universités, notamment à Toulouse, où ça a été quand même très problématique. Donc je dirais non, mais avec à vérifier. Après, sur votre question sur étudier la réaction des partenaires, j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec eux, et notamment parce que la fusion des régions, ça a été un sujet au début gargantuesque. Et j'ai dû faire des choix parce que c'était tellement énorme, parce que la région, à la fois au niveau de son échelle, elle est devenue très très grande, mais en fait, en termes de politique publique, elle déploie beaucoup de choses différentes. Actuellement, ils sont 6600 agents. Donc, j'ai développé un peu les compétences de la région, mais il y a quand même des compétences assez importantes. Et du coup, j'ai pas pu
même si c'est vrai que ça aurait été très intéressant, je pense, de faire ça. Après, j'ai étudié un peu le développement économique aussi, parce que là, sur les politiques culturelles, j'ai reprenais un article qui est présent dans l'ouvrage donc d'Emmanuel Négrier, qui lui a étudié plus précisément les politiques culturelles. Moi, j'ai fait le choix d'étudier les politiques de développement économique, mais j'en ai pas parlé là parce que du coup, c'est ma partie qui n'est pas rédigée. Donc, j'ai préféré, dans le temps qui m'était imparti, parce que j'avais un délai assez court de préparation, plutôt me reposer sur un argumentaire d'un autre chercheur qui est publié que sur moi, mes rédactions qui sont un peu embryonnaires à ce stade. Mais j'ai eu l'occasion quand même de discuter avec... donc, c'est pas vraiment des partenaires parce que ça appartient au conseil régional, mais avec les agences de développement économique du conseil régional, qui aussi ont été impactées de plein fouet par cette fusion. Et il y a d'autres... par exemple, le rectorat aussi a été impacté par cette fusion. L'État déconcentré a également été impacté par cette fusion et a dû se réorganiser de manière assez drastique et beaucoup plus rapide que le conseil régional. Très bien. Merci pour cette réponse. Et puis, bon, c'est vrai qu'on a encore quelques jours de voyage pour poser des questions, effectivement, sur tous ces aspects-là. Je voulais passer la parole à Amandine Piot, qui a toute une série de questions qui peuvent être un petit peu liées à vos précédentes. Puis après, on passera la parole à Patricia. Amandine, est-ce que tu veux prendre la parole pour poser tes questions, peut-être en résumé, par rapport aux réponses que tu aurais déjà eues ou faire part de tes réflexions? Alors, Amandine. Amandine n'a peut-être pas la possibilité de prendre la parole. Amandine avait indiqué qu'il y avait des travaux à côté de chez elle et que son micro était coupé. Ah oui, d'accord, pardon, je n'avais pas vu qu'elle avait mis ça dans le... D'accord. Bon, alors je vais lire les questions d'Amandine en essayant de... D'accord, pardon. En essayant de... Voilà, je pensais qu'elle n'avait pas trouvé le petit bouton. Alors, elle avait deux questions. Les 4 grandes différences de fonctionnement des 2 anciennes régions sont liées à quel facteur? Donc, elle précise qu'elle est un petit peu néophyte. Adaptation liée à des problèmes démographiques, des choix de gouvernance différents, des historiques de gestion différents. Je crois que vous avez un petit peu répondu, mais peut-être un petit complément, Anaïs. Alors, il y a plusieurs types de facteurs, en fait, en effet, je pense, qui ont influencé. Donc, on l'a vu, notamment l'histoire des régions différentes, l'histoire politique, avec du coup l'influence en Midi-Pyrénées du Parti socialiste assez forte, et en Languedoc-Roussillon, donc la région, elle a été en 2010, elle a été au Parti socialiste avec Georges Frêche, mais en amont, elle a été donc à droite avec Jacques Blanc. Et donc cette succession différente au niveau politique explique aussi des choix qui s'effectuent de manière différente. Après, je pense que même si vous êtes néophyte, vous répondez assez bien, je pense, à votre question vous-même, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de facteurs qui fait qu'une politique publique va prendre telle ou telle direction. Et c'est vrai que je ne pourrais pas répondre de manière précise sur ces politiques publiques parce qu'il faudrait mener une étude historique, je pense, là pour le coup, qui doit remonter à très très loin. Et c'est aussi ça qui est intéressant en sociologie, c'est de comprendre les constructions progressives des politiques publiques qui se font. Et donc, par exemple, pour les fusions de régions, l'impact que ça a sur les politiques publiques qui, en fait, va se répercuter dans le temps. Donc, sur ces politiques précisément, je ne pourrais pas répondre parce que je n'ai pas les éléments, mais il y a forcément un ensemble de facteurs qui sont à la fois la culture politique qui est différente dans les régions, la démographie qui peut s'expliquer, la sociologie territoriale. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent expliquer ces différences-là. Donc, je ne sais pas si je réponds précisément à la question.
Alors, il y a aussi une question d'ouverture d'Amandine, hein, qui demande si ce que vous avez observé, hein, comme problématique se retrouve au niveau de l'Hexagone. Est-ce qu'il y a d'autres cas, comme celui de l'Auvergne? Et est-ce que quelqu'un a étudié les aspects un peu stéréotypés des types de problèmes qu'ont pu rencontrer ces fusions de régions entre des cultures et des situations différentes? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. En fait, l'idée, c'est que donc Amandine demande si d'autres personnes ont étudié la fusion d'autres régions sur l'Hexagone, hein. Est-ce qu'il y a des problématiques un peu similaires à celles que vous avez rencontrées entre la fusion des deux régions? Et donc voilà, et est-ce que finalement, on peut un peu généraliser sur l'Hexagone toute une série de problématiques dans cette fusion des régions? Alors, je n'ai pas connaissance d'études sur l'organisation interne au conseil régional dans d'autres régions. Je sais qu'il y a une doctorante qui a travaillé sur les politiques agricoles en Auvergne-Rhône-Alpes, justement, mais du coup avec un angle vraiment sur l'agriculture et non pas sur l'organisation générale de la région. Et elle observe, du coup, en Rhône-Alpes, en Auvergne-Rhône-Alpes, une aspiration là, des politiques publiques plutôt vers Rhône-Alpes et Lyon, malgré un discours sur quand même une existence de pôle en Auvergne. Donc, du coup, voilà, je sais qu'il y a cette étude-là. Après, moi, ce que j'ai fait dans mon étude, parce que je n'ai pas pu faire une comparaison, étant donné que déjà comprendre l'Occitanie, c'était un travail un peu titanesque. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des entretiens ponctuels pour comparer avec Nouvelle-Aquitaine, avec donc des agents de Nouvelle-Aquitaine, pour essayer de voir un peu s'il y avait des similitudes qui se retrouvaient. Et on observe quand même des similitudes, notamment sur le moment où il a fallu négocier les postes de direction et sur la mise en concurrence des différents directeurs. Et là où en Nouvelle-Aquitaine, il y a quand même eu aussi une prédominance de Bordeaux. Pardon. Et donc, quand on était directeur à Bordeaux, on avait quand même plus d'importance et plus de poids. On était souvent le directeur principal par rapport au Limousin et à la troisième qui m'échappe, parce qu'ils ont fusionné à 3, Nouvelle-Aquitaine. Poitou-Charentes, voilà. Et donc, du coup, ces entretiens ponctuels m'ont permis un peu d'apporter un éclairage qui quand même vient valider les hypothèses qu'on formule. Et Emmanuel Négrier a fait un peu de même dans son article sur les politiques culturelles. Donc, ça vient quand même valider, même si ce n'est pas une comparaison aussi fine qu'on aimerait, ça vient quand même valider les hypothèses qu'on met en avant. Très bien. Alors, nous allons passer la parole à Patricia Fernandez. Oui, n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Patricia Fernandez, chef d'établissement dans la région Auvergne-Rhône-Alpine. Je crois en fait que la question que je voulais poser a obtenu réponse, parce qu'en l'occurrence, je voulais savoir si vous aviez interrogé les populations et usagers partenaires, et notamment partenaires d'autres services de l'État, parce qu'évidemment, à travers la fonction que j'occupe et les rectorats, bon bref, donc j'ai entendu les réponses, mais je voulais quand même, malgré tout, maintenir ma demande de prise de parole pour vous remercier. Vous avez parlé de choc herméneutique, vous avez levé plein d'interrogations que j'avais quand, en tant qu'usager, j'ai appris cette fusion. J'ai eu l'impression que le président Hollande s'était levé un matin, s'était brossé les dents et que l'idée lui était venue comme cela. Donc, du coup, vous avez permis de lever un choc hermétique me concernant. Je vous remercie pour cela et bonne soirée. Merci Patricia. Frédéric, on te passe la parole. Bonsoir, Frédéric Forin, Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Merci également pour votre intervention. Alors, je vais peut-être poser une question très caricaturale. De votre discours, on donne l'impression que la fusion de type consolidation, on est plutôt le nez du mariage, on est plutôt proche de la colocation où on se bat parfois pour le dernier yaourt dans le frigo. Et concrètement, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que dans le cadre de vos études, vous avez identifié des thématiques ou des sujets pour lesquels une des deux anciennes régions s'appuie sur des compétences, des ressources ou des éléments de
voisine pour progresser? Parce que là, ça donne l'impression qu'elles vivent encore relativement en parallèle. Est-ce qu'il y a des mises en commun de ressources ou de potentiel ou autres que vous avez pu identifier? Merci. Oui, après, c'est vrai que là, c'était très axé aussi différence, et notamment pour expliquer le contexte politique et historique des deux anciennes régions et donc leur fonctionnement différent, et pour mettre en avant que la fusion a été compliquée, notamment du fait de ces différences-là, et ça, c'était vraiment quelque chose auquel on ne s'attendait pas, pensant que des régions sont des régions, et donc finalement, si on les fusionne, le fonctionnement est relativement pareil. Et en fait, on se rend compte que pas du tout. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup axé sur ça. Mais après, non, il y a eu quand même des avancées et des coopérations entre les agents de la région, justement, pour mettre en place des nouvelles politiques publiques. Et ce que j'expliquais dans le choc réflexif, c'est que, en fait, en se rendant compte aussi que des pratiques différentes existent, on remet en question le fonctionnement dans lequel on est, et aussi pour du mieux. Et souvent, on essaye de prendre quand même le meilleur des politiques publiques, même si des fois, c'est compliqué. Et en fait, il y a aussi une différence. Ils n'ont pas eu ce choc réflexif et donc, du coup, sont restés dans des anciennes pratiques. Là où la fusion a quand même permis, même si c'est pas des changements organisationnels majeurs, mais elle a quand même permis aux agents du conseil régional de se rendre compte de la différence qui pouvait exister, et donc du coup de prendre un peu le meilleur des pratiques. Alors si je ne sais pas si j'aurais un exemple très précis tout de suite en tête pour éclairer ce que je suis en train de dire, parce que il y a quand même eu, par exemple, la création, par exemple, des directions qui n'existaient pas dans un des deux conseils régionaux, mais qui existaient dans un autre, ont du coup existé dans la région Occitanie parce qu'on trouvait ça intéressant. Donc, du coup, des différences qui, en fait, ont pu étonner, ont quand même été une force pour ensuite la région Occitanie. Très bien, merci. Merci. Anne-Lise. Oui, merci. Bonjour. Anne-Lise Zicker, donc de Sorbonne Université, donc une université qui a fusionné justement récemment. Donc, votre exposé résonne énormément, effectivement, quand on a vécu une telle fusion organisationnelle. Moi, j'avais 2-3 questions par rapport à l'organisation. Justement, vous disiez qu'il y a eu une transition. Est-ce qu'à votre sens, il y a une stabilisation de l'organisation? On est quand même, je pense, si je compte bien, à 6 ans de la fusion. Ou est-ce que la gouvernance en fait, de la région est encore en train de trouver son organisation définitive? Donc ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, enfin, qui est liée, hein, dans quel tempo en fait on se situe en termes de fusion là régionale, mais donc de manière un peu générale, parce qu'on sait bien que c'est sur un temps plus long qu'on ne le pense. Alors moi, j'ai arrêté mon terrain donc en 2020. Donc du coup, j'ai quand même une vision aussi du moment de la fusion et pas réellement de l'après. Mais quand même, en partant de mon terrain, moi, je faisais aussi parler les gens sur le moment de la fusion. Donc du coup, j'avais peut-être moins ce regard sur l'après. Mais quand même, avec au bout de 3-4 ans, il y a eu quand même une forme de stabilisation qui s'est opérée, même si il y avait quand même une présence dans le discours de ces différences en Languedoc-Roussillon, ils sont comme ça, en Midi-Pyrénées, ils sont comme ça. Et dans certaines directions, ça a quand même très, très bien fonctionné, avec des connivences entre les agences, ce qui fait que ça a vite quand même fait disparaître ces différences territoriales et ces politiques et ces différences culturelles. Après, ce que j'ai pu observer, c'est que pendant la pandémie, le fait que du coup, chaque personne soit chez soi, devant un ordinateur et donc du coup plus sur les sites régionaux, ça a fait disparaître un peu ces appartenances qui pouvaient exister. Et donc, je dirais que sur certains aspects,
ça a disparu, mais ça se conservait quand même sur d'autres. Et ça aurait pu, vu que la présidente de région, elle a été réélue, donc on aurait pu penser qu'il y allait avoir cette continuité qui allait perdurer et se renforcer. Mais ils ont décidé de relancer une réorganisation complète au niveau du conseil régional et de son organisation, avec le passage de 40 directions à 30, donc la fusion à nouveau de directions. Donc là, disons que ça ne facilite pas, du coup, à nouveau la mise en concurrence des directeurs, la disparition de certaines directions. Donc là où on aurait pu observer un renforcement progressif de l'appartenance à l'Occitanie, le fait que cette réorganisation apparaisse 6 ans après, avec une continuité politique, je pense que ça complique quand même largement cette acceptation de l'Occitanie. Et il y avait une deuxième situation. Donc, ouais, le tempo, ce que disaient les agents, c'est qu'il fallait au moins un deuxième mandat pour vraiment faire disparaître ces appartenances des anciennes régions. Mais donc, bon, j'ai répondu un peu en expliquant que la réorganisation qu'ils viennent de lancer complique largement cette observation-là. Gilles. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Donc, Gilles Lepluard, ingénieur chez Thales. Moi, ma question, c'est, on fait une fusion, c'est pas pour se réorganiser, la réorganisation, c'est la conséquence de la fusion. On fait une fusion, donc j'ai entendu vous donner des objectifs là, de changer d'échelle. Donc, j'imagine qu'on attend des retours sur ce changement d'échelle, des bénéfices sur ce changement d'échelle. Il y a peut-être d'autres objectifs de la fusion qui étaient attendus. Alors, la question, c'est déjà de savoir, est-ce qu'on a posé à un moment donné, est-ce qu'on a formalisé l'ensemble des objectifs, des bénéfices attendus de la fusion, diminuer les impôts, je ne sais pas, améliorer peut-être le positionnement en Europe pour obtenir des accords industriels avec d'autres groupes européens, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, quels sont les objectifs de la fusion et est-ce que c'est pas trop tôt peut-être, mais peut-être peut-on faire un premier bilan de l'atteinte de ces objectifs? Est-ce que c'est des questions qui sont posées comme ça? J'ai entendu dire tout à l'heure qu'il y avait quand même des synergies de compétences entre les deux anciennes régions, donc ça semble être un bénéfice. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que les objectifs étaient posés? Justement, ce que j'ai essayé de montrer dans cette réforme territoriale, c'est qu'en fait, elle a été pas préparée, elle a été soudaine, surprise, avec une faible pas coopération, mais consultation des différents élus locaux ou même les agents. Et du coup, comme elle a été lancée dans la précipitation, les objectifs demeurent assez flous. Et même les agents eux-mêmes qui donc vivent une fusion qui l'ont imposée par l'État central ne savent pas vraiment en fait pourquoi cette fusion a été mise sur la table, a été votée. Donc sur les objectifs de réduction des coûts, en fait, ça a été pareil, ça a été assez flou parce que donc on a André Villani, qui est le secrétaire d'État en charge de la loi à l'époque, qui annonce une économie de 10 milliards d'euros, mais on ne sait pas sur quoi il se base. Il annonce un chiffre un petit peu comme ça et il avoue plus tard qu'en fait, il n'en savait pas vraiment grand-chose. Il y a un envoyé spécial qui est sorti sur cette question, bon, qui est problématique par ailleurs, mais où il y a un entretien avec du coup André Villani, où en fait on voit qu'il ne s'en savait rien. Et du coup, c'est compliqué de faire une évaluation avec les objectifs de la loi qui en fait n'étaient pas très clairs et n'étaient pas très évidents. Donc après, il y a eu cette mise en avant donc, de l'échelon européen, mais qui, pareil, est difficile à évaluer parce que du point de vue des agents, effectivement, oui, c'est intéressant parce que l'Occitanie est une vitrine qui donne plus envie que Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.
Et donc, dans mon terrain sur le développement économique, les agents avaient l'impression que ça permettait d'avoir plus de contrats, d'être un peu plus visible à l'international notamment. Mais après, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas fait l'étude de ça. Donc, je ne pourrais pas affirmer qu'il y a eu des bénéfices, notamment au niveau international. Après, au niveau politique, pour le coup, la région Languedoc-Roussillon n'est pas passée au FN, donc l'objectif qui était affiché a été rempli. Et il a tenu, du coup, aux dernières élections régionales. Après, voilà, est-ce que c'est... Donc, c'est un peu flou. Comme les objectifs de base étaient flous sur la réforme, c'est un peu compliqué, du coup, d'affirmer et de dire oui, la fusion a rempli ses objectifs. Après, il y a quand même des synergies positives sur la fusion, notamment entre les agents. Mais ce qui est aussi dit de la part des agents, c'est que la région, elle est trop grande, qu'il y a des déplacements très importants, qu'il y a un peu une distance qui a été prise par rapport aux partenaires, notamment publics, mais aussi privés, en fait, dans les départements. Parce que du coup, il y a un éloignement et quand on est en charge de 5 ou 8 départements, c'est pas la même chose que 13. Donc, c'est plus compliqué d'avoir un travail qualitatif et de pouvoir aider les entreprises, et notamment les petites et moyennes entreprises qui sont sur le territoire. Je pense notamment à des départements pauvres comme l'Ariège ou comme le Gard. Donc, du coup, avec un éloignement quand même des agents régionaux par rapport à ça. Et donc, du coup, quand même, la fusion, elle a créé quand même des difficultés sur le territoire et un éloignement de l'ingénierie publique pour remplir sa mission de base, qui est quand même d'aider notamment la région, d'aider à l'aménagement du territoire et de développer, notamment en termes économiques, ce territoire-là. Donc, moi, je trouve que c'est relativement mitigé, mais après, comme les objectifs étaient flous de base, voilà. Un peu complexe. Très bien, merci. Laurent. Oui, bonjour. Laurent, moi je suis chercheur au CNRS en chimie. En fait, j'avais exactement les mêmes questions que Gilles, donc je vais essayer de les développer. Mais effectivement, la dimension européenne, finalement, si on compare maintenant nos régions aux Länder, quelle est la différence d'influence? Est-ce que ça a déjà été mesuré, puisque c'était un des objectifs? Et l'autre question, moi, ça m'a beaucoup intéressé le tout début de votre exposé, qui était vraiment passionnant, sur le parallèle entre une fusion privée et une fusion publique, où vous concluez en disant l'économie de coût. Alors, dans le privé, l'économie de coût, elle passe par la masse salariale. Dans le public, on comprend bien que c'est compliqué. Et donc, est-ce que ça a été chiffré aussi? Parce que bon, je fais aussi partie d'une université qui fusionne. J'ai plus l'impression qu'il y a une augmentation des coûts qu'une diminution des coûts, ce qui peut s'expliquer de façon très simple par la biologie des systèmes, par exemple. Plus vous augmentez la complexité d'un système, plus il faut le réguler, et la régulation augmente plus vite en fait que le système. Donc intrinsèquement, si vous ne diminuez pas les personnes, on ne peut pas imaginer qu'il y ait une diminution des coûts, quoi. Ça me paraît compliqué. Donc est-ce que ça a été chiffré? Alors moi, je n'ai pas connaissance de ça, mais aussi parce que c'est vrai que ce n'était pas mon sujet, donc ce n'est pas quelque chose vers lequel je suis allée, et que je trouvais plus intéressant de comprendre la mise en œuvre de la fusion que son évaluation, et notamment son évaluation en termes de coûts. Et je trouve intéressant aussi de questionner en fait ces politiques de fusion qu'on voit apparaître dans le secteur public, mais qui sont en fait une espèce de calcation du modèle privé, en se disant, bon, une fusion, effectivement, il y a une réduction des coûts. Et dans le secteur privé, ça se montre, ça existe. Et du coup, de le calquer de manière aussi peu fine, je dirais, sur le secteur public, à mon sens, c'est questionnable. Et notamment à la fois en termes de coûts, parce que effectivement, on voit bien que ça augmente les coûts. Et la région Occitanie, ça a été aussi beaucoup sur les déplacements, avec une augmentation des déplacements. Donc, coûts financiers, mais aussi coûts humains. Parce que du coup, en fait, les agents ont énormément souffert de cette fusion, à la fois parce qu'ils étaient donc en concurrence avec des collègues, avec une peur de leur poste, mais aussi parce qu'il fallait se déplacer, et donc il y a eu un coût humain important. Et donc, je trouve ça intéressant de parler coûts financiers, mais il y a aussi un coût humain qui est à prendre en compte, avec une perte aussi, un coût dans les politiques publiques, avec une perte de qualité
dans le suivi. Donc, est-ce que c'était si pertinent de calquer ce modèle privé sur le modèle public avec l'attente que les fonctionnaires partent à la retraite? Après, voilà, je n'ai pas ma connaissance mais je pense que la Cour des comptes a dû sortir un rapport à ce sujet, du coup, et qui est en ligne, mais du coup, c'est vrai que j'ai pas les détails, j'ai pas les détails ici. Et sur, du coup, la première question sur la dimension européenne, en fait, ça aurait pu être le cas, mais il n'y avait pas forcément besoin de fusionner, et c'est ce que réclament aussi les régions et notamment l'association Régions de France, qui regroupe toutes les régions. C'est au-delà du changement d'échelle, c'est d'avoir une autonomie financière. Parce que les landers, ils ont, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais du coup j'aurais dû anticiper, parce que j'avais anticipé un peu cette question, mais les landers, ils ont une autonomie financière qui est incomparable avec les régions françaises. Et donc, effectivement, il y a peut-être une dimension d'échelle en se disant l'Occitanie, ça fait un peu plus rêver que Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, mais c'est pas suffisant en fait. Et donc, ici, on avait voulu donner une dimension réelle aux régions. Il aurait fallu développer sa dimension d'autonomie financière et fiscale notamment. Merci. Aïcho. Oui, merci, merci Anaïs pour votre exposé. Je viens de Air Liquide, donc voilà, plutôt privé. Et donc, ce que vous dites sur la fusion dans le privé, ça signifie des choses très, très concrètes et très cadrées. Et enfin, je pense que la première motivation d'une fusion n'est pas forcément l'économie, mais d'abord la synergie, la recherche de synergie. Et c'est pour ça que j'étais vraiment surprise de ne pas voir en fait des éléments concrètes, au moins dans la conception même du projet de fusion, d'identification très claire sur les synergies, sur le sens de cette fusion. Et donc, j'imagine derrière toutes les conséquences que ce que vous expliquez. Et ma question, du coup, rejoint un peu la question à la fois de Gilles, de Frédéric et de Laurent, c'est que maintenant, on est là, l'Occitanie est là. Est-ce qu'il y a quand même un élément, un projet commun ou des initiatives communes qui projettent quand même cette région-là dans un avenir qui est pas juste à l'échelle électorale et juste qu'il s'agit de gérer les différences entre deux régions. Et au passage, je suis surprise aussi de la mise en avance de tellement de différences entre deux régions françaises, alors que on cherche aujourd'hui des enjeux au niveau mondial, des convergences au niveau mondial, et on voit que la complexité est là. Donc, quelle idée de projet commun on peut imaginer pour cette région? La présidente de région, elle porte une identité assez forte de la région Occitanie. Et des politiques publiques qui, du coup, ont été créées pour l'occasion qui ont permis de développer ce projet commun, c'est des politiques publiques autour de l'alimentation. Donc, une alimentation, donc vous verrez peut-être dans la région, très axée sur les produits d'Occitanie, sur une régionalisation des produits, de la consommation, avec du coup l'idée derrière de porter un petit peu une politique nouvelle et commune à l'Occitanie. Donc encore une fois, je rappelle que moi, le biais de mon étude, c'est effectivement d'étudier la fusion, et donc d'étudier ce moment-là qui est très précis dans l'histoire de la région, et donc qui amène forcément à se poser ces questions de différence, d'impréparation de la loi, mais ça c'était déjà, enfin voilà, ça voilà. Et du coup, dans le projet commun, il y a ces politiques autour de l'alimentation que porte la présidente de région, et elle a aussi beaucoup axé sur les politiques de développement économique et ce qu'elle appelle les maisons de la région. Donc, c'est des antennes en fait régionales dans les villes moyennes,
Donc, il y en a, je crois, à ce jour 17, où donc là, c'est un peu une vitrine des politiques régionales, où elle essaye de déployer des agents dans les territoires pour justement essayer de pallier à cette immensité qu'est la région. Et donc, pour pouvoir être proche des acteurs donc, qui en ont besoin, donc à la fois les entreprises qui viennent monter des projets, qui viennent demander des subventions, mais aussi donc, des acteurs publics, les petites communes qui ont besoin d'ingénierie pour justement aider les entreprises, ce genre de choses. Donc, elle essaye quand même d'incarner en fait cette région Occitanie en portant des nouvelles politiques publiques ou des politiques qui existaient déjà, mais en les développant. Donc, du coup, il y a quand même une synergie qui s'est créée, même si elle n'avait pas été du tout pensée et anticipée. Parce que, comme je le disais, les cartes ont vraiment changé du jour au lendemain. Donc, il n'y avait pas du tout de pensée en se disant bah, ces deux régions-là fonctionnant déjà ensemble, comme ça aurait pu être le cas avec Aquitaine et Midi-Pyrénées. Mais du coup, la présidente de région, elle essaie quand même de porter un projet régional assez fort. Après, elle a été réélue, donc on peut se dire que ça fonctionne. Et quand même, au sein du conseil régional, maintenant, il y a un peu une acceptation de toute manière forcée, même si les logiques de site continuent un petit peu d'exister, c'est parce que c'est compliqué. Quand on a son collègue en face, c'est plus facile que quand on doit préparer une visio. Mais donc, il y a quand même des synergies qui existent et qui permettent à cette région de quand même exister un petit peu. Très bien. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler avec le vice-président région que nous allons rencontrer la semaine prochaine. Xavier. Oui, alors j'ai peu de questions, mais par rapport à l'exposé, je me présente d'abord Xavier Drouet, consultant, mais ce n'est pas ce titre-là que j'interviens. Il se trouve que je travaillais à la DATAR et à l'organisme qui lui a fait suite au moment où il y a eu la réforme territoriale. Donc, de ce que j'ai raisonnablement le droit de dire par rapport à ce que j'observais à l'époque, puisque donc j'étais dans cette organisation qui s'occupait des territoires et des politiques territoriales, service du Premier ministre, j'ai été témoin et j'ai aussi été impliqué, en tout cas pour informer le cabinet, notamment du Premier ministre, au sujet de cette réforme territoriale. Alors, à propos du contexte, effectivement, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe et nous-mêmes, alors qu'il y a eu une cellule de prospective à la DATAR qui est chargée d'anticiper les choses, on n'a pas vu venir. On a eu un pressentiment, d'abord à cause du contexte de tension que vous avez rappelé, mais surtout au moment où sont tombés les résultats des élections européennes en 2014. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu premièrement la poussée du Front National et toutes les craintes que ça a avivé, et en même temps un effondrement du vote socialiste, puisque le Front National avait 27% aux européennes de 2014 et les socialistes en avaient 16 ou 17. Donc ça, c'est la première chose par rapport au contexte. Et il y a eu effectivement, comme ça a été dit, une précipitation sur ce projet qui était sorti de nulle part, et où, en fait, comment dirais-je, sa ligne directrice et sa déclinaison ensuite dans les régions, dans les assemblages de régions, c'est fait en marchant, si on peut parler de marché d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est la première chose. Il y a des questions qui ont été posées et que vous avez abordées sur des, comment dirais-je, des diversités de traitement du sujet dans d'autres régions, enfin, ou dans d'autres néo-régions. Il y en a deux où ça a été particulièrement pénible. Alors, bizarrement, c'est dans un très grand espace qui est le Grand Est, où on a quand même assisté au mariage de la carpe et du lapin entre la Champagne-Ardenne et l'Alsace, qui ne se trouvaient pas vraiment dans des dynamiques communes. Et comme c'était très justement souligné, où on ne pouvait pas trouver le moindre once de synergie ou de stratégie, ne serait-ce qu'à moyen terme, entre ces deux espaces territoriaux, extrêmement différents à la fois sur le plan économique et sur le plan culturel. Et bizarrement, sur un petit espace où on pensait que ça se ferait tout seul, malgré
comment dire, un historique de relations un peu conflictuelles au cours des années précédentes, c'est sur les Normandies, la Basse et la Haute-Normandie. Pour ceux qui se souviennent, la Haute-Normandie, c'était 2 départements, l'Eure et la Seine-Maritime. La Basse-Normandie, c'était 3 départements. Donc, et ce sont 2 régions qui, de 2006 à 2008, ont fait une étude prospective sur l'opportunité qu'il y avait à fusionner ou pas. Bon, puis c'est resté dans les limbes parce que les présidents des 2 régions n'avaient pas beaucoup d'affinité entre eux. Et en plus, les opérateurs dans les régions, notamment les universités, l'université de Caen et l'université de Mans, étaient en opposition, ce qui explique d'ailleurs que dans ces 2 régions-là, c'est dans cet espace-là que la fusion des universités, enfin l'organisation de presse devenue COMUE, a été la plus difficile. Je crois que ça a été la dernière qui s'est réalisée. En revanche, il y a un petit espace qui réunit une petite population, c'est la Bourgogne-Franche-Comté, où là, ça s'est assez bien passé. Alors, je ne sais pas si les gens ont eu du flair, mais les esprits étaient préparés. Et d'ailleurs, l'un des premiers presses qui s'était fait, donc dans presse, c'était Pôle régional d'enseignement supérieur, pour ceux qui ne sont pas familiers. Et c'est justement Bourgogne-Franche-Comté que, lorsqu'a été mis en place cette politique de comment dirais-je, de mise en cohérence des ressources d'enseignement et de recherche, c'est en Bourgogne-Franche-Comté que ça s'était fait le plus vite entre, comment dirais-je, les établissements bourguignons, notamment le pôle de Dijon et le pôle de Besançon. Donc, il y a eu une très grande diversité, mais l'observation générale, enfin, que nous avons vu à Datar, parce qu'on était sans arrêt sollicités pour apporter des éléments à la fois techniques et de compréhension au cabinet, enfin, notamment du Premier ministre et du ministère, je crois que c'est le ministère du Logement qui s'occupe également de l'égalité des territoires. Tout ça s'est fait quand même dans la douleur parce que pratiquement jusqu'à la dernière minute, il y a eu des tractations, ça ressemblait à la négociation de marchand de tapis. Rappelez-vous que dans la première carte qui avait été proposée par l'équipe de Hollande sur ce projet, quand il est arrivé comme ça brutalement, il y avait une très très grosse région qui devait se trouver au centre de la France, et puis finalement, la région centre, elle est restée ce qu'elle est, et effectivement, Poitou-Charentes et Limousin ont rejoint l'Aquitaine pour faire cet espace extrêmement étrange qui va de la Rochelle jusqu'à Hendaye, avec, comment dirais-je, des disparités de fonctionnement économique qui sont toujours d'ailleurs très difficiles à mettre en cohérence. Autre point sur lequel je témoignais, je vais essayer d'être très bref, il n'y a pas qu'au niveau des conseils régionaux et de leurs services que la mise en musique, sans mauvais jeu de mots, de cette affaire-là a été difficile. Dans les services déconcentrés de l'État, ça a aussi été des affrontements. Voilà, et là, je peux témoigner de ce qui s'est passé entre la Basse et le Haute-Normandie, parce qu'avant d'être à la Datar, j'étais dans les services déconcentrés de l'État à la préfecture de région de Basse-Normandie, comme DRRT. Et à tel point que, du fait de la comment dirais-je, de la réforme, il y avait effectivement des postes en doublon, et il fallait essayer d'arranger tout ça au mieux pour que les gens ne se retrouvent pas sous le carreau. Mais bizarrement, comme il y avait beaucoup de viscosité, on va dire, dans la mise en place ou dans la préparation de cette nouvelle organisation, il y a un certain nombre de fonctionnaires et de contractuels que ça a, excusez-moi du mot un peu familier, que ça a gavé. Et il y a pas mal de gens qui sont partis pour aller carrément dans d'autres domaines. J'ai vu un chef de service Europe de la région Basse-Normandie qui est parti dans la diplomatie et qui d'ailleurs est resté en Europe centrale pendant presque 10 ans après, enfin pendant plusieurs années après. Il y a eu effectivement des transfuges qui sont allés des services de l'État dans les régions parce que bon, c'était une opportunité. Et dernière chose, vous vous souvenez que peu de temps avant,
Jusqu'en 2012-2013, c'était les services de l'État déconcentré qui étaient autorités de gestion sur les fonds européens, notamment les fonds FEDER. Et les régions, ancien format, commençaient à se familiariser avec l'instruction des dossiers FEDER. Et en tout cas, pour les régions où il y a eu de la fusion, comme en Occitanie, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine ou Grand Est, comment dirais-je, la consolidation de ces de ces nouvelles autorités de gestion au sein des conseils régionaux pour l'instruction des dossiers FEDER a mis une pagaille monstrueuse, a ralenti l'instruction des dossiers, et déjà que le recours aux aides FEDER n'attire pas, enfin en tout cas pas partout, les foules parce que c'est très compliqué, ça a été encore plus compliqué et il y a pas mal de crédits qui sont repartis à l'Europe. Merci Donc, voilà. Xavier. Je pense qu'on aura l'occasion pendant le voyage de discuter un peu des expériences de chacun et d'apporter un petit peu des compléments. Là, ce soir, on va peut-être profiter du dernier quart d'heure pour poser peut-être une dernière question à notre intervenante et puis la laisser un petit peu réagir voilà, avant de conclure notre webinaire. Marie-France, tu voulais poser une question toi aussi? Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut te voir, Marie-France, ou tu n'as pas oui, ça voilà. allume, c'est le temps. Marie-France Benassi, Total Energy. En fait, j'ai envoyé un peu, sans le vouloir, la question tout à l'heure. C'est vrai que j'ai été frappée par les deux organigrammes avant et après la réorganisation. Et je me disais, je comprends pourquoi ça ne mène pas à des économies. Mais du coup, je n'ai pas pu lire l'ensemble de l'organigramme. Est-ce que le nouvel organigramme correspond à un vrai besoin administratif pour la région Occitanie, ou est-ce que c'était plutôt ce que dans le privé, pour rejoindre ce qu'a dit Aïcho, on aurait appelé un manque de courage managérial? Est-ce qu'on pourrait plutôt dire la volonté de ménager un peu les gens qui étaient en place et de faire un compromis dans une période un peu transitoire? Est-ce que quand on regarde le nouvel organigramme, ça répond effectivement à un besoin? Je dirais un peu des deux, parce que après, c'est compliqué du coup de virer des fonctionnaires. En fait, c'est même impossible. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est pour ça que calquer des objectifs de fusion privée sur une administration publique, ça n'a finalement pas de sens. Et on le voit, en fait. Et après, est-ce que ça répond à un besoin régional? Je dirais aussi oui et non, parce que en fait, l'agrandissement de la région a quand même démultiplié le travail des agents régionaux, parce qu'il fallait à la fois avoir une continuité du service public, parce qu'on ne pouvait pas arrêter les subventions en disant on est en train de fusionner, vous n'aurez pas vos entreprises qui dépendent de la subvention, vous n'aurez pas votre subvention. Donc, il fallait à la fois continuer les anciennes politiques régionales, que les postes de directeurs soient administrés, donc c'était quand même une période compliquée. Comprendre comment fonctionnait l'autre administration en face, fusionner les politiques publiques, tout en continuant les anciennes politiques publiques. Donc c'était une période, mais vraiment avec un travail titanesque, avec des déplacements, des rencontres d'équipe. Vous verrez parce que vous allez le faire sûrement en bus. J'espère que vous pourrez le faire en bus du coup, mais 2h30 dans une journée, ça se fait, mais 5 heures aller-retour pour 3 réunions, c'est quand même pas si efficace, mais avec un besoin au début de rencontrer les équipes. Donc en fait, la période de la fusion a été extrêmement compliquée pour les agents. Et donc pour rebondir sur ce que disait monsieur Xavier Doué, un turnover énorme, mais avec une perte aussi du coup de têtes pensantes du conseil régional qui sont allées ailleurs parce que c'était juste trop compliqué. Ou même si on avait, du coup, on était rétrogradé, du coup, on allait voir ailleurs. Donc, du coup, c'est vrai que c'est sur l'efficacité de cette fusion, ça se questionne à quand même beaucoup, beaucoup de points. Et donc, aussi une efficacité des politiques publiques et donc les usagers qui sont... qui empathise. Donc, du coup, bon, c'est vrai que c'est pas... C'était peut-être pas la bonne réforme à faire à ce moment-là, ou en tout cas comme ça. Il aurait peut-être fallu la préparer plus en amont et on voit le manque de préparation qui impacte fortement
tout le monde, en fait, à la fois les agents du conseil régional, mais aussi les usagers, acteurs publics, privés, les services déconcentrés de l'État. Enfin, c'était une fusion compliquée. Et je parle de manière générale parce qu'il y a très, très peu de fusions dans lesquelles, moi, j'ai étudié le cas de l'Occitanie, mais comme en parlait aussi Xavier Doué, il y a beaucoup, beaucoup de régions, presque toutes les régions fusionnées, dans lesquelles ça a été très, très compliqué. Merci. Sylvain, on passe la parole pour des questions et quelques conclusions. Ah, il faut que tu remettes ton micro. Sylvain, voilà, oui. C'est bon. C'est bon là. Ouais. S'il n'y a plus d'autres questions, bon, moi j'en avais une qui portait sur la recherche. Anaïs, vous avez cité effectivement les politiques de recherche à Montpellier et à Toulouse. Vous n'avez pas cité à Montpellier toutes les recherches en agronomie, agriculture, environnement, qui est quand même un pôle de recherche important et en plus en lien avec l'IRD, le CIRAD, donc la fameuse recherche pour le développement. Pourquoi est-ce que ce n'était pas cité alors que la santé a été citée à Montpellier, et c'est vrai que c'était un pôle important aussi, mais à Toulouse également, puisqu'on a le cancéropole, on a un certain nombre, on a le grand CHU de Purpan. Donc voilà, pourquoi pas l'agronomie et l'environnement? Parce que c'est vrai que j'ai résumé l'article de Vincent Simoulin et que j'ai fait des choix arbitraires, et c'est vrai que j'aurais pu effectivement les développer. Et notamment les politiques alimentaires sur lesquelles que la région Occitanie essaie de développer se basent beaucoup sur le vivier aussi de recherche qu'il y a sur les politiques agricoles et les politiques alimentaires, et notamment l'alimentation dans les milieux urbains, et les pôles de santé aussi à Toulouse qui est... Et d'ailleurs, il y a un pôle de compétitivité entre ces deux aspects-là de la santé, entre Toulouse et Montpellier, qui est quand même actif et qui donc montre aussi ces synergies qui existent, qui se créent en fait. Malgré qu'elle n'était pas préparée, il y a quand même des éléments des synergies qui se... Voilà, et maintenant, je pense que personne ne reviendrait sur cette fusion et sa création d'Occitanie. Bon, aussi parce que c'est beaucoup compliqué, beaucoup de travail, mais aussi parce que les synergies se sont créées et la majorité des agents ont découvert aussi une autre région avec les différences, mais aussi du coup les richesses que ça crée de rencontrer de nouvelles personnes et de nouvelles manières de fonctionner. Donc c'est aussi, voilà, il y a eu des effets effectivement un peu délétères, mais il y a des choses positives qui sont sorties de cette fusion, et heureusement, parce que sinon ça ne tiendrait pas beaucoup. Mais donc il y a quand même des éléments à prendre en compte qui ne sont pas uniquement le côté un peu compliqué du moment de la fusion. Parfait. Merci beaucoup Anaïs. Je crois que vous avez donné la conclusion et puis qui recouvre aussi une réponse aux soucis que certains auditeurs avaient, qui est mais quels sont les aspects positifs finalement de cette fusion? Je crois que ça montre aussi, et vous l'avez souligné amplement, mais par leurs questions, nos auditeurs d'entreprise aussi, entre une fusion d'entreprise et une fusion dans le public, ça n'a pas grand-chose à voir. J'ajouterais, pour avoir vécu une fusion entre Capgemini et Bossard Consultant, que dans le privé aussi, on peut faire des fusions uniquement pour faire une opération financière et puis bien galérer après pour la réaliser. Bon, même si Cap s'est quand même rétabli de façon assez spectaculaire, il y a eu un moment où le bateau a tangué alors que c'était une entreprise qui était solide. Donc la merge mania, c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément une bonne chose dans les stratégies d'entreprise. Donc, merci d'avoir dressé ce panorama. Votre exposé était passionnant, extrêmement structuré, très clair. Donc, je pense qu'il a été largement apprécié. Merci à tous aussi pour vos questions et pour avoir aussi mis le doigt sur les bonnes problématiques. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve, si tout va bien, pour ceux qui pourront venir à Montpellier, donc lundi soir, sinon toujours à Montpellier, mardi, donc 14 décembre matin. J'ai regardé la météo, il fera beau le